La simulation en santé, c'est beaucoup plus que de la simple technologie. Animer une session, ce n'est pas juste appuyer sur des boutons, c'est un véritable art. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les compétences qui font toute la différence, celles qui transforment un exercice technique en une vraie expérience d'apprentissage. Tout part de cette phrase « jamais la première fois sur un patient ». Ce n'est pas qu'un slogan, c'est vraiment le principe éthique fondamental qui sous-tend toute la simulation en santé. L'idée, c'est de créer une sorte de sanctuaire, un espace où on a le droit de se tromper et même où l'erreuse est une source d'apprentissage, parce qu'il n'y a absolument aucun risque pour un vrai patient. Et il faut bien comprendre que la simulation, ce n'est pas juste une petite mise à jour des méthodes d'enseignement. Non, c'est une vraie révolution pédagogique. On oublie le cours magistral où le prof parle et les autres écoutent. Ici, on change complètement de paradigme, l'apprenant devient le véritable acteur de sa formation. Au cœur de ce changement, forcément, le rôle de l'enseignant se transforme du tout au tout. Fini l'image du professeur sur son estrade qui transmet un savoir de manière unilatérale. Place au facilitateur. Son rôle, guider, accompagner. On passe d'un monologue à un véritable dialogue, où le savoir n'est plus seulement transmis, il est co-construit. Être facilitateur, en fait, c'est un peu comme être un caméléon. Il faut porter plusieurs casquettes. Être médiateur quand il y a des tensions, catalyseur pour faire émerger les bonnes idées, régulateur pour que le groupe fonctionne bien, c'est un rôle qui demande une polyvalence assez incroyable. Alors attention, une bonne séance de simulation, ça ne s'improvise pas du tout. C'est un processus qui est très structuré, on pourrait même dire presque théâtral, qui va se dérouler en 3 actes bien distincts et tous sont absolument essentiels. On a donc, premièrement, le briefing, qui sert à poser le cadre et les objectifs. Ensuite, le scénario lui-même, c'est le moment de l'action, de l'immersion, et enfin le débriefing, c'est la phase de réflexion. Chaque étape est cruciale, mais il y en a une qui est vraiment le cœur du réacteur. Et voilà, on y est, le débriefing. C'est là que tout se joue. Ce n'est pas juste une petite discussion à la fin pour dire ce qui a été bien ou pas bien. Non, c'est le véritable moteur qui transforme une expérience en apprentissage concret. Parce que l'action en elle-même, ça ne suffit pas. On peut faire plein de choses, mais si on ne prend pas le temps de réfléchir à pourquoi on les a faites, l'apprentissage reste superficiel. C'est pendant le débriefing que l'action se transforme en compréhension. Sans ça, la simulation reste un exercice incomplet. Mais pour que les participants osent réfléchir à voix haute, parler de leurs doutes, de leurs erreurs, le facilitateur a une mission absolument fondamentale. Créer un climat de sécurité psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire instaurer une confiance totale, un espace où personne ne se sent jugé. La bienveillance, c'est la règle d'or. Et la preuve que ça fonctionne, elle est là, dans les chiffres. Quant aux demandes aux étudiants, ils sont une écrasante majorité à dire que l'accent a été mis sur l'apprentissage et pas sur la recherche de la petite bête ou de l'erreur. Un débriefing bien mené, ce n'est pas un tribunal. Son but, c'est de former, pas de blâmer. Bon. Alors, pour arriver à ce résultat, pour être un bon facilitateur, de quoi a-t-on besoin? Est-ce qu'il suffit d'être un expert dans son domaine? Eh bien non, pas tout à fait. Il faut une deuxième compétence qui est tout aussi cruciale. C'est ce qu'on appelle la double expertise. D'un côté, il y a l'expertise de contenu. Il faut évidemment maîtriser son sujet clinique ou technique. Et de l'autre, l'expertise pédagogique. C'est l'art de poser les bonnes questions, de faire accoucher les idées, de guider la réflexion. Et les deux sont absolument indissociables. Et attention, un petit piège. Quand on parle d'expertise de contenu, il ne s'agit pas seulement des gestes techniques, ça va bien au-delà. Ça inclut ce qu'on appelle les facteurs humains, c'est-à-dire la communication, le travail en équipe, la gestion du stress, toutes ces compétences non techniques qui, on le sait, sont souvent la clé pour garantir la sécurité des patients. Allez, maintenant, on va s'intéresser à un aspect encore plus subtil, mais qui est tout aussi déterminant dans l'art de la facilitation, la posture. Et pas seulement au sens figuré, on parle bien de la posture physique, du non-verbal. Alors, ce tableau peut sembler un peu technique au premier abord, mais il montre quelque chose de fascinant. En gros, il nous dit que chaque geste du formateur a une intention pédagogique précise. Par exemple, un geste qui pointe un élément, ça sert à guider l'attention. Un geste plus ouvert, plus métaphorique, va aider à créer des liens entre les idées. Même le rythme des mains peut être utilisé pour calmer une ambiance ou au contraire pour dynamiser la discussion. En fait, le corps tout entier du formateur devient un outil au service de l'apprentissage. Donc pour résumer, la posture, c'est bien plus qu'une simple position physique, c'est une façon d'être, une attitude globale. Le langage corporel est un levier extrêmement puissant pour mettre les gens en confiance, pour les engager, pour soutenir leurs réflexions. C'est vraiment une pratique qui est profondément humaine et incarnée. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question finale, une question pour l'avenir.
À l'heure du tout numérique, des formations à distance, est-ce que cette présence physique du formateur est encore si essentielle? Est-ce qu'un jour, un avatar pourra remplacer un regard bienveillant? Est-ce qu'un geste d'encouragement à travers un écran a le même impact? Finalement, le lien humain restera-t-il le cœur de la pédagogie? C'est sans doute la réponse à cette question qui dessinera la formation de demain.